Voyons maintenant une nouvelle facette de cette réponse accompagnée pour tous, le logement, et le souhait de certaines personnes handicapées d'aller vers davantage d'autonomie. Demain, je pourrais choisir d'habiter chez vous. Alors, ce n'est pas une proposition personnelle, ni le titre d'une nouvelle émission de télé, c'est l'intitulé d'un autre rapport rédigé par Denis Piveteau en 2020, celui-là, un rapport qui porte sur l'habitat inclusif. Et toujours dans cet entretien qu'il nous a accordé, nous lui avons demandé de résumer ce qu'il voyait comme alternative à l'orientation en établissements médico-sociaux. L'enjeu, c'est de pouvoir habiter chez soi, quoi. Alors, chez soi, oui, peut-être quand on est un ado, habiter chez ses parents, mais pas forcément quand on est un jeune homme et qu'on a envie de prendre son indépendance, pas chez ses parents en tout cas. Et puis chez soi, pour une personne âgée, là c'est une autre thématique, mais on n'est pas très loin. Ça sera pas forcément le chez-soi où on a vécu toute sa vie, mais un endroit qu'on peut investir comme un chez-soi. Et quand on est dans un EHPAD, on se sent pas vraiment chez soi. Quand on est dans un foyer avec, voilà, où on est 20 ou 30, on se sent pas toujours, on a beau avoir sa chambre, on se sent pas forcément chez soi. Et donc, l'enjeu, c'est bien de pouvoir se sentir chez soi. Et si vous voulez, le but de ce rapport, puisque vous me questionnez sur ce qu'il visait à proposer, ou plutôt les outils qu'il proposait de mettre en place, parce que c'était un rapport assez pratico-pratique, hein, c'était pas vraiment de la théorie. Et les outils qu'il proposait de mettre en place, ça consistait à se dire, après tout, on a une façon de voir les choses qui consiste, vis-à-vis des personnes en situation de handicap, à se demander où sont les professionnels du soin, les professionnels de l'autonomie. Là où ils sont, il y a les murs, c'est l'établissement, et le collectif et la vie ensemble, on va aller la chercher là-bas. Autrement dit, on a 4 besoins. On a un besoin de santé, on a un besoin d'autonomie, on a un besoin de logement, et puis on a besoin de vivre à plusieurs. Et aujourd'hui, notre système institutionnel fait qu'on met d'abord en place les professionnels du soin, de l'autonomie. On en conclut que, puisqu'ils sont là, c'est là qu'il y aura lieu le logement. Et puisque le logement est là, c'est là que vous allez vivre en collectivité avec d'autres. Bon. Et donc, vous choisissez votre vie en collectivité parce que vous choisissez des murs. Les murs, ils sont là parce que c'est là que se trouvent les professionnels. Pourquoi pas? C'est la logique institutionnelle. On pourrait prendre le truc complètement à l'envers et se dire, avec qui est-ce que vous vivez ou avec qui est-ce que vous avez envie de vivre? OK. Est-ce qu'on peut pas construire un logement adapté autour, construire ou aménager ou trouver un logement adapté autour de vous-même et de ceux avec qui vous voulez être chez vous? Bon, chez vous sans être seul. Bon. Et est-ce que les professionnels ne peuvent pas intervenir, venir, aussi bien les professionnels de l'aide à l'autonomie, qui vont vous aider pour les gestes de la vie quotidienne, que les professionnels soignants, venir là où vous êtes chez vous avec d'autres qui sont ceux avec qui vous avez envie de vivre. Voilà. Donc, reconstruire notre système, sans rien changer aux compétences, aux expertises, aux services que constitue le fait d'être logé, parce que le service consistant à loger quelqu'un, à lui proposer un logement, un hébergement toute l'année, 24 heures sur 24, c'est un service important. Mais pensons tous ces services à partir des personnes et des groupes de vie, plutôt que de penser les groupes de vie à partir des services. Vous voyez, aujourd'hui, le principe de l'institution, c'est que on vit à plusieurs, on est content peut-être de vivre à plusieurs, mais enfin, on subit ça parce que on se retrouve dans une institution qui vous a créé le collectif. Créons les institutions autour du collectif au lieu de créer les collectifs à partir des institutions. C'est aussi simple que ça. Mais comme ça prend la chose complètement dans le sens inverse de la manière habituelle de les envisager, il faut tout reconstruire à partir des personnes. Voilà. Et là, il a fallu se demander, alors pour des adolescents, c'était pas encore vraiment le système proposé. Nous, on pensait plutôt à des jeunes adultes ou à des personnes âgées. Mais autour d'une personne, cette personne, elle a des prestations de soins, elle a la PCH, elle est assurée sociale, elle peut avoir droit à l'assurance maladie. Elle peut avoir des aides au logement qui permettent d'aménager les logements, mais peut-être qu'il manque encore des subventions permettant de faire en sorte que ces logements soient adaptés, qu'il y ait des grands espaces mis en commun, que chacun puisse à la fois avoir son studio et en même temps des espaces de vie où on partage des repas, des soirées, du temps ensemble. Bon. Et troisièmement, il faut recréer le collectif. Il faut une prestation individuelle qui permette d'animer le collectif. Quand vous êtes dans l'institution, la question ne se pose pas. L'institution fonctionne, elle crée le collectif. Si vous créez le collectif à partir d'un groupe qui a envie de vivre ensemble, il faut pouvoir penser
une prestation qui est là pour ça, qui est l'aide à la vie collective, l'aide à la vie partagée, qui est une prestation personnelle, exactement comme la AH, comme la PCH, comme l'aide personnalisée au logement, c'est l'aide à la vie partagée. Voilà. Et c'est ça l'idée essentielle du rapport, c'est dire quand on reconstruit tout à partir des personnes, qu'on est bien d'accord que c'est toujours les mêmes fonctions, qu'il faut toujours avoir une vie collective comme en institution, qu'il faut toujours avoir des services de soins, toujours des services d'aide à l'autonomie, mais aussi une vie collective. Il faut arriver à tout reconstruire à partir des personnes et inventer une nouvelle aide. Et là, le département de l'Aude l'a fait comme 95% des départements. Ils l'ont mis en place avec une aide nationale. Les départements ne payent pas tout. Mais donc la CNSA est venue en appui financier des départements et à la suite du rapport, a été créée une des propositions de ce rapport. J'étais d'ailleurs pas seul à écrire ce rapport, je tiens à y insister. Nous étions deux. Il y avait également Jacques Wolfrom, qui est un grand spécialiste des questions de logement et notamment de logement social. Et nous avons donc proposé cette prestation qui est une aide à la vie partagée et qui permet à des collectifs de personnes qui se sont pas forcément choisies à titre personnel, mais qui sont prêtes, qui font le choix d'une vie collective à quelques-uns. Vous voyez. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est 6, 7, 8, je ne sais pas. Mais on ne fait pas le choix de vivre à 80. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'avoir envie de vivre avec 80 personnes. Quand on a envie de vivre à plusieurs, ce qui n'est pas du tout une obligation, on a envie de vivre dans un cercle d'une taille familiale, entre 5 et 10 personnes. Donc, des personnes qui font le choix de vivre à plusieurs, ça sera toujours des petits collectifs, par construction, par hypothèse. C'est pas une question administrative, c'est une question de logique. Et ces petits collectifs de personnes qui choisissent de vivre ensemble, il faut leur donner les moyens de gérer leur collectif. Et c'est là que on a aujourd'hui cette petite amorce qui permet de construire l'institution en quelque sorte à partir des personnes, si vous voulez, de construire les murs autour des personnes, alors que jusqu'à présent on avait plutôt tendance à faire les murs d'abord et à faire rentrer les personnes dedans ensuite. Voilà, très belle conclusion. Voilà pour le cadre national. Alors, où en est l'habitat inclusif dans l'Aude? Pour y répondre, 2 interventions avec notamment un trio de l'AFDAIM qui va nous expliquer comment cette question du logement s'intègre dans l'accompagnement global d'une personne. Mais auparavant, je me tourne vers vous, Audrey Coudurier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'autonomie au sein du département. Et sur ce sujet de l'habitat inclusif, vous avez pas mal d'informations à nous livrer, car le département... Donc Denis Piveteau l'a un peu suggéré, il a bouclé un appel à projet où les candidats ont été nombreux à répondre. Et pour bien nous fixer les idées sur ce qu'est l'habitat inclusif et ce qu'il n'est pas, vous nous avez aussi concocté une petite présentation. Donc, voilà, effectivement. Donc, j'étais chargée de présenter l'habitat inclusif au sens mentionné par Monsieur Piveteau et qui fait l'objet d'un plan de déploiement porté par le département. Petite observation préalable, l'habitat inclusif, c'est potentiellement ce que devrait être l'habitat de tout un chacun, et notamment pour les personnes en situation de handicap, tout type de configuration d'habitat, qu'on soit sur du logement ordinaire, du logement intermédiaire, donc on y viendra avec l'habitat inclusif, ou l'habitat en établissement. Donc la notion d'habitat inclusif a été réglementée à travers la loi Elan, donc d'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018. Et donc s'affiche cette définition. Donc l'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix à titre de résidence principale d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes et assorti d'un projet de vie sociale et partagé. Donc nous avons ici donc, un certain nombre de critères auxquels doit se conformer l'habitat inclusif pour être reconnu comme tel. Les résidents sont des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées et d'autres résidents peuvent également partager cet habitat inclusif dans un mode intergénérationnel. Il s'agit d'une résidence principale de la personne qui dispose d'un espace de vie personnel et il existe également des espaces communs. Le critère fondamental de cet habitat, c'est l'existence d'un projet de vie sociale et partagé. Ce projet de vie sociale et partagé a été
co-construit, élaboré, discuté par les résidents eux-mêmes, qui décident ensemble de la manière de mener leur quotidien et d'animer leur rythme de vie. Ce projet de vie sociale est partagé de manière à soutenir le développement de ces habitats inclusifs, fait l'objet de financements par l'État et le département à travers l'aide à la vie partagée, donc l'AVP. Donc c'est les financements qui étaient mentionnés par Monsieur Piveteau. C'est pourquoi le département a fait le choix, alors même qu'il s'était déjà lancé dans le déploiement de l'habitat inclusif, en lien direct avec les associations qui portent des établissements dans nos départements. Je citerai notamment l'AFDAIM et la PAJH pour développer ce type d'habitat. Nous avons donc profité de ces cofinancements pour lancer un plan pluriannuel qui s'étend sur 7 ans, de manière à créer des habitats supplémentaires. Je pense qu'on peut avancer un petit peu les diapos, puisque j'en suis arrivée au plan de déploiement du département. Il me semblait qu'il y avait une diapo supplémentaire, encore après. Voilà. Et donc, nous avons négocié une convention avec la CNSA pour bénéficier de ces financements AVP, donc, qui permettent d'animer l'habitat inclusif. Et cette convention donc, comprend 22 projets avec un équilibre entre l'ouest et l'est, donc 12 à l'ouest, 10 à l'est, qui vont concerner un total de 190 habitants, 113 personnes âgées et 77 personnes en situation de handicap. Les implantations de ces habitats inclusifs se font sur des villes ou des communes assez importantes, puisque l'inclusion suppose d'avoir accès à une offre de services, de soins, d'activités adaptées, accès à la culture, au sport. Vous avez quelques chiffres sur les financements de l'aide à la vie partagée. On est là sur du fonctionnement de l'habitat inclusif, mais pour que ces projets puissent aboutir et exister, en amont, nous avons prévu d'autres aides financières, notamment pour de l'ingénierie, donc l'accompagnement des porteurs de projets de manière à ce que les projets soient complètement configurés et sortent de terre, et des aides à l'investissement pour la construction du bâti. Compléter tout à l'heure au niveau des questions, peut-être avec la salle, en espérant qu'on ait assez de temps pour ça. Merci à vous. Et donc 3 personnes de l'AFDAIM, je disais, sont avec nous ce matin pour parler concrètement. Donc sur l'habitat inclusif, on va prendre le temps de voir comment cette question peut être intégrée concrètement dans un accompagnement qui vise à éviter les risques de rupture de parcours. Donc c'est l'idée du pôle de compétences et des prestations externalisées. Vous avez entendu déjà ce sigle revenir plusieurs fois, le PCPE. Un dispositif donc financé par l'Agence régionale de santé, issu lui aussi du fameux rapport de Denis Piveteau. Donc avec nous pour en parler, Séverine Bonnery, chef de service au pôle enfance ouest, Anaïs Place, coordinatrice à temps plein du PCPE, portée par l'association, et Pauline Noubel, psychologue, qui partage son temps, si j'ai bien compris, entre le PCPE et l'unité autisme de l'AFDAIM. Bonjour à vous 3 d'abord. Voilà, il y a 3 voix et en harmonie, j'en doute pas, parce qu'elle travaille dessus depuis 15 jours, presque à temps plein. Je plaisante bien sûr. Expliquez-nous comment vous répondez à la demande d'une personne handicapée qui souhaite s'autonomiser donc au niveau du logement. Donc bonjour, je suis Séverine Bonnery, je suis chef de service à l'AFDAIM, donc au pôle enfance ouest, et plus précisément sur des ruptures de parcours ou des situations qui sont un risque élevé de rupture de parcours. Donc notre mission première, c'est de trouver des réponses de proximité, que ça soit auprès de structures sociales, médico-sociales ou même sanitaires, mais en priorité, privilégier l'accès aux droits communs. Donc notre rôle aussi, c'est de coordonner les parcours, notamment mettre en synergie tout le réseau, tout notre réseau, pour trouver des réponses le plus adaptées possible.
On peut mettre aussi en place des éducateurs en libéral. Donc la question a été abordée et on pourra y revenir s'il y a des personnes qui souhaitent avoir plus de précision sur la manière dont on peut actionner ce dispositif-là. Et également des rééducateurs, psychomotriciens, ergothérapeutes, pour faire des évaluations. Et nous finançons intégralement avec le PCPE ces prestations-là. Donc dans l'Aude, comme l'avait dit Madame Oumaniac, il y a 3 PCPE. Donc le PCPE AFDAIM a été créé en 2021. Il est spécialisé pour l'accompagnement des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Et on intervient sur l'ensemble du département. Et les personnes sont âgées de 14 à 30 ans. Donc nous avons une dérogation de la MDPH, parce que normalement, ce sont des dispositifs qui sont ouverts pour les 15-25 ans. Mais au regard de la multiplicité des situations, on a eu cet accord-là. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la situation de Yohan, qui est un jeune homme qui est âgé de 22 ans. En fait, on a choisi cette situation particulière puisqu'elle répond à la commande concernant une situation sur l'habitat, en tout cas inclusif ou en partie, puisqu'il n'existe pas encore vraiment sur le département. Et on a choisi aussi cette situation parce qu'elle montre tout le besoin de décloisonner les secteurs, comme ça a été abordé précédemment, entre le social, le médico-social et le sanitaire, et pour trouver des solutions adaptées. On peut comme ça proposer des étayages conjoints et trouver des solutions qui répondent aux besoins. Donc Yohan, il a été orienté par la mission locale. Son projet initial était d'intégrer le milieu ordinaire du travail, parce que c'est un jeune homme qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui n'a pas de déficience intellectuelle et qui avait obtenu un BTS avec mention très bien. Donc ce projet semblait logique pour lui. Mais les particularités de Yohan étaient un frein en fait, à cette intégration professionnelle. Donc il y avait ce risque élevé de rupture de parcours. Donc la mission locale nous a demandé d'intervenir sur cette situation. Donc dans un premier temps, ce jeune homme qui était quand même assez exclu, situation d'exclusion, nous l'avons orienté vers le GEM, donc le groupe d'entraide mutuelle, qui est GEM généraliste, auquel on avait pensé, puisque pour répondre justement à ces besoins d'avoir des relations sociales et de créer des liens. Donc ça a été une première étape. Ensuite, on a proposé à l'association Auxilium de mettre en place un éducateur spécialisé pour faire des évaluations sur des situations de travail. Donc dans son secteur d'activité, à ce jeune homme pour lequel il avait un BTS, et dans d'autres secteurs d'activité. Donc en fait, on a fait des évaluations avec le GEM, des évaluations conjointes avec le GEM, nous et Auxilium. Et également, on a proposé à Yohan, bien sûr, de faire une auto-évaluation de ce qu'il avait pu vivre dans cette mise en situation. Et il s'est trouvé que en fait, ça ne correspondait pas du tout à son projet de vie, le travail. C'était pas ça, en fait. Pas dans un premier temps, en tout cas. Et sa volonté, en fait, c'était de s'émanciper et de pouvoir quitter son domicile, en fait. Et je vais laisser la parole à ma collègue, à Pauline, qui va vous présenter un peu plus précisément Pauline qui est donc psychologue, et c'est ce travail un peu de faire émerger peut-être les besoins, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc bonjour à tous, Pauline Noubel, moi je suis la psychologue du PCPE. Donc effectivement, dans un premier temps, nous avons proposé à Yohan un stage dans un foyer d'hébergement afin de lui permettre d'acquérir de l'autonomie. Ce stage n'a pas convenu à Yohan et ceci s'explique par différents facteurs. Par exemple, l'éloignement de sa ville. Donc c'est vrai que nous, on a travaillé sur un stage qui était quand même proche de chez lui, mais il n'empêche qu'il n'était plus dans sa ville, donc il a pu y perdre ses repères. Donc il faut savoir que Yohan, c'est quelqu'un qui est très présent au sein de la cité. Il réalise de nombreuses allées et venues dans son quartier avec son portable à la main. Donc, nous avons commencé à travailler un deuxième stage sur ce même foyer avec Yohan, tout en prenant en compte, évidemment, cet éloignement. Mais de lui-même, Yohan a su nous dire que ce projet ne correspondait plus à ses attentes. Également, le fait de partager son quotidien avec des travailleurs, puisque sur ce foyer d'hébergement, donc, il y avait des travailleurs ESAT, alors que lui, il aurait été le seul à ne pas travailler, aurait pu être un frein.
Également, moi, je reçois Johan en entretien individuel, donc pour du suivi psychologique. Et lors de ces entretiens, je me suis aperçue que nous avions besoin d'en savoir plus afin de viser juste dans notre accompagnement. J'ai donc réalisé un bilan psychométrique, donc qui est un test de QI, qui nous a permis de constater avec exactitude des capacités cognitives élevées de Johan, donc comme disait ma collègue tout à l'heure. Et ceci nous a permis de réorienter notre accompagnement. Étant donné que nous ne sommes pas dans le quotidien de nos usagers, parfois il peut être difficile de se rendre compte des réelles capacités, ce qui a été le cas pour Johan. Johan qui peut parfois donner une image qui n'est pas du tout celle que j'ai pu découvrir au travers de ce test. On a ainsi pu lui redonner confiance en lui et surtout lui montrer qu'il était capable. On s'est finalement, nous, complètement adaptés à lui. Et enfin, grâce à la coordination du soin et du lien avec les partenaires, j'insiste sur ce lien puisque dans notre travail, il est vraiment primordial. Et également, donc, moi, au travers de mon accompagnement psychologique, j'ai pu être alertée sur la situation conflictuelle que vivait Johan au domicile. En effet, comme tout un chacun, je pense, il arrive un âge ou un moment dans la vie où la cohabitation avec ses parents est plus difficile, comme l'a dit aussi Monsieur Pivotto. Donc à la suite de cela, nous avons donc recherché une autre solution afin de permettre à Johan de s'extraire du domicile familial avec toute la prudence que cela nécessite et tout en gardant du lien évidemment avec sa famille. Avec tous ces éléments, donc nous nous sommes réunis pour trouver une autre solution que va vous présenter ma collègue. Voilà, qui elle, donc Anaïs Place, je ne vais pas oublier le S, très important. Donc vous êtes la coordinatrice à temps plein. Oui, effectivement. Donc c'est vous qui êtes l'assemblière finalement. C'est ça. Enfin, vous allez nous l'expliquer. Donc moi je suis la coordinatrice du PCPE. Donc on est parti effectivement sur un deuxième objectif, l'accompagnement à la socialisation et à l'autonomie. En fait, à la demande de Johan, nous avons cherché une solution, notamment de logement dans la ville, qui pourrait être un tremplin vers le logement inclusif. Effectivement, la recherche d'emploi n'était plus une priorité pour lui. Il était en demande d'avoir un chez-soi. Avec l'aide de l'éducateur d'Auxilium, donc l'éducateur libéral Loïc, Johan a pu remplir un dossier SIAO. Donc le SIAO, c'est une plateforme pour le logement et hébergement social, où il a fait la demande de la pension de famille à Carcassonne. En effet, cette pension de famille pouvait être ce tremplin. Le choix de cette orientation s'est fait car les besoins de Johan correspondent au service de la structure, appropriation d'un lieu de vie, accès aux droits, accompagnement du quotidien. Le premier besoin était un lieu et des temps collectifs du fait de son isolement. Donc il y a eu 2 rendez-vous avec l'infirmier du SIAO. Pauline était présente à ces rendez-vous pour permettre à Johan d'être en confiance et de répondre sereinement aux questions. Moi, je suis allée visiter la pension de famille avec Loïc, l'éducateur libéral, pour qu'on puisse se mettre en lien avec la direction de l'établissement. Nous avons pu échanger sur la situation de Johan. Et nous étions convaincus, en sortant du rendez-vous avec Loïc, que la pension de famille était vraiment une bonne solution pour Johan, du fait de son isolement et de son envie d'être autonome. Un deuxième rendez-vous a été programmé avec Johan. La directrice et la coordinatrice de la pension de famille ont pu présenter l'établissement. Et Johan a su exprimer son besoin de collectif. Donc son dossier a été accepté en commission. Nous avons pu aider Johan à déménager, en lien avec la curatrice, qui a été très efficace et vraiment en lien avec tous les besoins et les attentes de Johan. Aujourd'hui, Johan prend ses marques à la pension de famille. Nous nous réunissons tous entre partenaires lundi prochain pour bien organiser toutes nos actions auprès de Johan. Un point vraiment important pour nous, on en a parlé tout à l'heure sur les partenaires, c'est que cet accompagnement il a pu se faire dans de bonnes conditions car nous avons tous travaillé ensemble. Le GEM, la curatrice, les auxiliaires de vie, les infirmiers à domicile, la famille, la pension de famille, l'éducateur libéral et le PCPE. Et surtout, nous pouvons dire que Johan, il a été moteur de son projet. Moi, j'aime dire qu'il est coordinateur de son projet et nous, les exécutants. Merci. Bravo à vous. C'est une belle illustration de ce travail, j'allais dire, c'est un travail de dentelle, on le sent. Qui est effectué donc là au bénéfice donc de Johan. Est-ce qu'il y a des questions donc sur l'habitat inclusif, l'appel à projet du département, si éventuellement il y a des gens qui ont raté le train, qui veulent monter, est-ce que c'est possible, des choses comme ça, en connaître un peu plus sur les gens qui ont été sélectionnés. Je précise qu'il y a dans le dossier du participant des éléments un peu plus développés que vous trouverez donc sur cet appel à projet, sur les résultats. Donc des questions là-dessus ou des questions pour donc l'équipe de la FDAIM peut-être?
une question devant, juste là. Avec un micro. Ouais, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle, mon prénom, donc je m'appelle Aude. Puncella. Donc, je suis guide conférencière sourde et voilà, je connais un peu les questions d'accessibilité. Je suis bénévole pour tourisme et handicap depuis les années 2000. Donc en fait, voilà, moi j'étais intéressée par ce que vous parliez là, les habitats inclusifs. J'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps parce que c'est vrai que, voilà, étant sourde avec d'autres personnes sourdes, on se demande plus tard où sera notre place en fait ici dans le département. On a des grands besoins, notamment des besoins sur la communication en langue des signes. Un manque énorme à ce sujet-là, un manque d'interprètes, un manque d'assistants de vie pour les personnes sourdes communicantes en langue des signes et isolées. Voilà, il y a plein de manques de ce point de vue-là, et c'est vrai que je me disais, il faudrait créer une maison en habitat inclusif. Donc ça, c'est une super idée, hein, l'habitat inclusif pour les personnes âgées. Sourdes, mais comment développer ça? Comment est-ce qu'il y a vraiment ce besoin, parce qu'on est beaucoup de personnes sourdes sur toute la France, à descendre dans le sud parce qu'on a besoin du soleil, hein. Et voilà, moi c'est vrai que maintenant que je suis ici, je vais rester là, mais il y a besoin de coordonner un peu ça, au niveau des... Voilà, de coordonner l'aide pour les personnes handicapées. Et moi là, je commence à m'apercevoir que on a besoin de liens avec des personnes pour travailler ensemble. Et c'est vrai que je suis seule sourde à travailler là-dessus, et c'est un peu dommage. Donc je suis très motivée, mais j'ai besoin d'informations, d'en savoir plus pour pouvoir créer cette idée de maison pour des personnes âgées sourdes, en fait, d'habitat inclusif pour les sourds. Alors peut-être on va prendre la question pour Audrey Coudurier au département. Si je reformulais, c'est voilà, il y a une idée comme ça, il y a une envie en tout cas. Par quel bout je le prends? Comment je peux monter mon projet? Auprès de qui aller peut-être, hein, madame? Qui peut-elle rencontrer pour commencer à initier quelque chose, de passer de l'idée au projet? Alors, on sort effectivement d'un premier appel à candidature qui a donné lieu à une convention avec la CNSA, qui avait démarré par des assises de l'habitat inclusif, de manière à partager l'information sur ce nouveau type d'habité. Et l'idée, c'était de faire émerger des initiatives, pas forcément des projets complètement aboutis. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire, puisque aujourd'hui, donc, on aboutit aux premiers habitats inclusifs avec cette procédure-là. Donc, on envisage de relancer un nouvel appel à candidature pour compléter la convention qui est déjà en place. Et donc là, moi, je vous invite à prendre la tâche de mes services. Je vous donnerai ma carte, puisque nous avons constitué une équipe projet au niveau du département pour accompagner ces initiatives-là de manière à ce qu'elles se concrétisent, parce que ça va vraiment dans le sens de l'offre à offrir et à diversifier à destination de nos publics. Voilà, rendez-vous est pris. Merci à vous quatre pour ces éclairages.